la Russie et les États-Unis sont parvenus à un accord de cessez-le-feu. Les points principaux comprennent une navigation sûre en mer Noire, la restauration de l'accès de la Russie aux marchés mondiaux de l'agriculture et des engrais, et enfin, bien sûr, une interdiction de toute frappe sur les infrastructures énergétiques en Russie ou en Ukraine. Cette fois, ils ont précisé que cela ne concerne que les infrastructures énergétiques. Mais c'est la navigation sûre des navires en mer Noire qui est la partie la plus importante de ce cessez-le-feu. Et voici plus de détails à ce sujet. Oui, je veux dire, la Crimée, vous savez, elle est sous contrôle russe depuis 2014. Sébastopol se situe sur la petite pointe sud-ouest de la Crimée. C'était le quartier général de la flotte de la mer Noire. Et la flotte de la mer Noire a été essentiellement chassée de là et repoussée vers une base russe, Novorossiysk, juste à l'extérieur du territoire russe. Les Russes ont donc été expulsés de la partie ouest de la mer Noire. Et puis la zone au nord-est de la Crimée, c'est la mer d'Azov. Et le détroit de Kertch, où se trouve le pont de Kertch, ce petit bout de territoire-là entre la Crimée et la Russie proprement dite, c'est Kertch. Et le fait est que les Russes contrôlent l'ensemble de la mer d'Azov, alors que c'était auparavant un territoire qui était partagé entre, ou une voie maritime qui était partagée entre la Russie et l'Ukraine. C'est donc très avantageux pour les Russes. S'ils peuvent revenir dans toute la mer Noire légitimement et qu'il y a un cessez-le-feu dans toute la mer Noire, cela leur fait du bien. Parlons de pourquoi ce cessez-le-feu en mer Noire est si important. Et ce n'est pas seulement pour la Russie que c'est utile. C'est en fait utile pour les deux côtés. Avant de continuer, si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour rester à jour avec toutes les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, l'Ukraine était autrefois appelée le grenier à blé du monde en raison de la quantité de céréales qu'elle exportait réellement vers d'autres pays. C'est exactement pourquoi il y a eu en réalité un accord sur les céréales de la mer Noire qui a été négocié en juillet 2022. C'était un accord entre la Turquie, l'Organisation des Nations Unies et la Russie. Cet accord garantissait que l'Organisation des Nations Unies pouvait continuer à exporter des céréales via ses ports du Sud. Et en échange de ne pas attaquer ces navires ukrainiens transportant du grain, la Russie a également été autorisée à exporter des produits agricoles russes dans le monde entier. En termes simples, c'était une sorte d'allègement des sanctions pour la Russie, spécifiquement pour ses produits agricoles. Mais Poutine a décidé de se retirer de cet accord. Il a accusé l'Occident de ne pas aider les Russes en ce qui concerne les paiements pour les produits que la Russie exportait. En fait, il ne s'agissait pas uniquement d'exporter les produits. La Russie avait également besoin d'accéder aux systèmes de paiement occidentaux pour encaisser l'argent de tout ce qu'elle vendait au monde. Sans accès à ce système de paiement, Poutine s'est retiré de l'accord. Mais maintenant, nous avons quasiment le même accord à nouveau en vigueur, avec une différence notable. Les États-Unis vont désormais aider la Russie à garantir son paiement. Je suppose que cela signifie que la Russie aura accès aux systèmes de paiement occidentaux. Bien que cela semble très avantageux pour la Russie, ce n'est pas tout à fait exact. L'Ukraine a aussi beaucoup d'avantages, notamment en ce qui concerne un cessez-le-feu en mer Noire. Et voici plus de détails à ce sujet. Et pour les Ukrainiens, ils doivent sortir leurs grains d'Odessa et des ports d'Odessa, le long de la côte jusqu'au Bosphore, en bas à gauche de la carte là, jusqu'à la Méditerranée. Et bien sûr, le Bosphore est contrôlé par la Turquie. Ils contrôlent le Bosphore en vertu du traité de Montreux depuis 1936. Donc c'est à eux de décider qui entre et sort du Bosphore en temps de guerre. Sinon, il doit rester ouvert, mais ils peuvent contrôler les entrées et sorties. Et la Turquie a joué très franc jeu sur ce point et a dit aucun navire de guerre à travers le Bosphore pendant qu'il y a des combats. Et ils ont eu raison de le faire. Donc l'avantage pour les Ukrainiens, c'est qu'ils peuvent sortir plus de leur matériel des ports d'Odessa jusqu'au Bosphore, un peu moins dangereusement qu'ils ne le faisaient dans le passé. Jusqu'à présent, ils ont sorti beaucoup de choses. En termes de nombre de navires, leur commerce est revenu au niveau d'avant-guerre. Mais ils doivent longer la côte tout le long, à travers les pays de l'OTAN, le long de la côte des États amis de l'OTAN. Donc ce n'est pas la chose la plus sûre à faire, et ils aimeraient ouvrir cela. Il y a donc des avantages pour les deux, mais plus d'avantages pour la Russie que pour l'Ukraine, s'il y a une trêve complète, pour ainsi dire, à travers la mer Noire. Un autre élément clé de ce cessez-le-feu est évidemment l'infrastructure énergétique.
Il semble que tout le monde ait convenu cette fois qu'il y aura une pause dans les attaques contre l'infrastructure énergétique de chacun et il n'y a pas de confusion quant à savoir si un côté parle d'énergie et d'infrastructure et l'autre côté parle d'infrastructure énergétique. Nous savons avec certitude que ce ne sera que l'infrastructure énergétique. Mais cette fois, l'Ukraine a ajouté une nouvelle condition à cet accord de cessez-le-feu. Maintenant, avant de continuer, nous avons récemment dépassé le million d'abonnés. Depuis, nous avons reçu de nombreux emails avec des questions et des demandes de conseils pour développer une chaîne YouTube sans visage. Même si je fais de mon mieux pour répondre à chaque email, parfois cela prend trop de mon temps, ou ils posent la même question que j'ai déjà répondu auparavant. C'est pourquoi j'ai décidé de regrouper tous mes conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Si vous souhaitez lancer votre chaîne, inscrivez-vous à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Là, je partagerai tout ce dont vous avez besoin et répondrai à toutes vos questions sur YouTube sans visage. Inscrivez-vous vite car le bootcamp, limité à 100 personnes, ressemble plus à un appel Zoom qu'à une vidéo YouTube. Inscrivez-vous vite avant que le créneau ne soit complet. Ah, maintenant, revenons à la vidéo. Cette nouvelle condition que l'Ukraine a posée était que l'Ukraine veut qu'un pays tiers s'assure que la Russie et l'Ukraine respectent les règles du cessez-le-feu. Ils ne souhaitent pas que les États-Unis soient le médiateur ou l'exécuteur de ces règles de cessez-le-feu. Beaucoup de gens ont spéculé que cela pourrait être parce que les responsables ukrainiens ne font pas vraiment confiance aux États-Unis autant qu'avant, surtout après les commentaires que Steve Witkoff a faits il y a quelques jours. Voici la déclaration du ministre de la Défense ukrainien publiée juste après le cessez-le-feu. Points clés de la réunion Ukraine-États-Unis. Toutes les parties ont convenu d'assurer une navigation sûre et d'éliminer l'utilisation de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires en mer Noire. Le point crucial que l'Ukraine a tenu à ce que les États-Unis ne révèlent pas. Le côté ukrainien souligne que tout mouvement de la Russie de ses navires militaires en dehors de la partie orientale de la mer Noire constituera une violation de l'esprit de cet accord et sera considéré comme une violation de l'engagement à assurer une navigation sûre de la mer Noire et une menace pour la sécurité nationale de l'Ukraine. Dans ce cas, l'Ukraine aura pleinement le droit d'exercer le droit à la légitime défense. C'est là que je pense qu'il doit être clairement défini ce qui est considéré comme la partie orientale de la mer Noire et ce qui est considéré comme la partie occidentale. Parce que j'ai l'impression que c'est là que les désaccords vont surgir, où la Russie va dire « Nous pensons que c'est juste la partie occidentale parce que la Russie va prétendre que la Crimée est russe, tandis que les Ukrainiens vont prétendre qu'elle est ukrainienne, et c'est pourquoi toute eau de Crimée est considérée hors de portée de la Russie. » Quoi qu'il en soit, passons au point 2 du tweet. Toutes les parties conviennent de développer des mesures pour mettre en œuvre l'accord du président visant à interdire les frappes contre les installations énergétiques de l'Ukraine et de la Russie. Troisième point, et c'est le nouveau, toutes les parties saluent les bons offices des pays tiers en vue de soutenir la mise en œuvre des accords énergétiques et maritimes. Donc, pour ces deux accords, le cessez-le-feu maritime et le cessez-le-feu énergétique, l'Ukraine veut qu'un pays tiers s'assure que les deux parties respectent la règle. Je pense que c'est une très bonne idée car en fin de compte, la Russie prétendra que l'Ukraine a rompu le cessez-le-feu et commencera à attaquer. Après tout, si l'histoire est une preuve, comme je l'ai dit de nombreuses fois, la Russie a l'habitude de rompre les cessez-le-feu et il y a une chance que les États-Unis ne le voient pas comme une rupture du cessez-le-feu par la Russie. C'est pourquoi il est bon d'avoir un pays tiers, peut-être plusieurs pays tiers. De cette façon, si tous les pays tiers s'accordent pour dire qu'un côté a rompu le cessez-le-feu, nous pouvons dire assez confiant qui est celui qui ne veut pas la paix. Un autre point clé abordé lors de ces pourparlers de cessez-le-feu concernait les enfants ukrainiens. Ici, point 5, avec l'Ukraine, les États-Unis ont réitéré leur soutien pour aider à réaliser l'échange de prisonniers de guerre, la libération des détenus civils et le retour des enfants ukrainiens transférés de force. Vous voyez, c'est quelque chose que la Russie a été en train de faire à un niveau étatique où ils kidnappent de petits enfants qui sont ukrainiens, les transfèrent en Russie, les placent dans des foyers d'accueil avec d'autres familles russes et ensuite, en gros, transforment leurs enfants en Russes, les forçant à oublier leur passé ukrainien, leurs parents ukrainiens. C'est un enlèvement et la Cour internationale de justice le voit de cette façon. Beaucoup de gens savent que Poutine a un mandat d'arrêt contre lui à la Cour internationale de justice, mais ils ne savent pas pourquoi. Beaucoup de gens supposent simplement que c'est pour tous les crimes de guerre que les soldats russes ont commis en Ukraine, mais en réalité, ce n'est pas vrai.
Poutine a un mandat d'arrêt à cause de l'enlèvement d'enfants de l'Ukraine et les responsables ukrainiens ont été très clairs. Ils veulent que tous les enfants ukrainiens reviennent. Ce qui est malade dans toute cette situation, c'est que Poutine parle ouvertement de prendre des enfants ukrainiens et de les donner à des familles russes qui ont perdu des fils dans cette guerre que Poutine a commencée, dans cette invasion insensée. Nous avons en fait une vidéo de cette interaction. Regardez-la vous-même. Lors de notre tout premier voyage humanitaire dans la région de Kherson, nous y avons trouvé notre fille. Elle est déjà avec une famille maintenant. Pour l'instant, elle est sous tutelle. Nous y travaillons, mais pour nous, elle est notre petit rayon de soleil, tu sais? Elle a 4 ans. Un morceau de bonheur est revenu dans notre famille. La délégation de la Maison-Blanche s'est rendue en Arabie Saoudite pour des négociations avec les deux parties. Ils ont d'abord négocié avec la Russie lors d'une réunion à huis clos de 12 heures. Le contenu exact des discussions reste inconnu. Après une réunion avec les Ukrainiens, nous avons reçu une déclaration. La Maison-Blanche a publié 2 déclarations, une concernant l'Ukraine et l'autre la Russie. Pour la plupart, les déclarations étaient assez identiques à l'exception d'un point. Passons en revue ce point. La Maison-Blanche a publié son résultat des négociations avec les groupes d'experts ukrainiens et russes en Arabie Saoudite. Ils sont identiques à l'exception d'un point. Pour l'Ukraine, les États-Unis et l'Ukraine ont convenu que les États-Unis restent engagés à aider à réaliser l'échange de prisonniers de guerre, la libération des détenus civils et le retour des enfants ukrainiens transférés de force. Pour la Russie, les États-Unis aideront à restaurer l'accès de la Russie au marché mondial des exportations agricoles et d'engrais, à réduire l'assurance maritime et à améliorer l'accès aux ports et aux systèmes de paiement pour de telles transactions. Cela montre que les États-Unis ont fait des concessions aux deux parties pour qu'elles acceptent l'accord. Mais la différence flagrante entre ce que la Russie veut pour un cessez-le-feu et ce que l'Ukraine veut pour un cessez-le-feu montre simplement comment fonctionnent les deux pays. La Russie ne se soucie que de maximiser ses profits. Tout ce qui importe aux Ukrainiens, c'est de s'assurer qu'ils récupèrent leurs soldats, qu'ils récupèrent leurs civils et qu'ils récupèrent les enfants ukrainiens. Récemment, le général Ben Hodges était l'invité de notre podcast. Et là, nous avons parlé de ce à quoi ressemble un plan de paix réaliste en Ukraine. Pas un cessez-le-feu, pas un cessez-le-feu de 30 jours, pas un cessez-le-feu maritime, mais un plan de paix à long terme réaliste. Voici ce qu'il avait à dire. Selon vous, un plan de paix réaliste impliquerait idéalement le retour de tous les territoires ukrainiens à l'Ukraine, comme en 1991. Cependant, l'administration Trump semble prête à faire progresser ce projet. Pas d'autant pour l'Ukraine, une position similaire à celle de l'administration Biden. Pas de troupes américaines dans l'OTAN même après un cessez-le-feu et un plan de paix et pas de retour aux frontières d'avant 2014. Que voyez-vous comme une pièce réaliste et que pensez-vous de ces concessions? Eh bien, je pense que c'est regrettable que l'administration ait abandonné ces 3 choses avant même que les négociations ne commencent. Et, je veux dire, non, c'est incroyable. Laissez-moi juste dire que c'est une approche très inhabituelle aux négociations lorsque les États-Unis ont un énorme levier sur la Russie. Je veux dire, nous pourrions faire des choses qui pourraient ruiner l'économie pétrolière et gazière de la Russie, leur capacité à exporter. Nous pourrions ouvrir les vannes d'équipement, de munitions et de capacités pour l'Ukraine. Il y a tellement de choses que le président pourrait faire pour aider l'Ukraine à forcer la Russie à négocier de bonne foi. Il ne l'a pas fait et je ne peux que croire alors qu'il n'est pas intéressé ou dérangé par le fait que la Russie ne va pas négocier de bonne foi. Et M. Witkoff répète les points de discussion russes comme il l'a fait à la télévision l'autre jour. Donc pour l'Ukraine, je pense que c'est là que l'Europe va devoir, ainsi que le Canada et bien sûr le Royaume-Uni et d'autres pays, vont devoir donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour continuer à se battre, pour continuer à défendre son territoire et son peuple, et aussi l'économie de l'Europe. Aussi, je veux dire, c'est 8 ou 9 fois la taille de l'économie de la Russie, donc je ne suis pas convaincu que l'Europe ne peut pas faire cela, même si les États-Unis ont tourné le dos à l'Ukraine ou se sont rangés du côté de la Russie. Je veux dire, vous savez, l'Ukraine est un pays souverain, toute l'Europe, ce sont des pays souverains. Et ils, surtout, puisqu'ils ne sont pas partis aux négociations,
ne sont pas obligés d'accepter simplement ce qui sort de cela. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire ici au cours des prochains mois. Ce processus va durer un certain temps. En fait, je vous dirais ceci. Je vois cette chose entière en 3 phases. La première phase est celle dans laquelle nous sommes maintenant, et d'ailleurs ce n'est pas ma création. C'était le président Stubb de la Finlande. Je l'ai entendu décrire cela lors de la conférence sur la sécurité de Munich, et c'était très convaincant pour moi comme moyen de réfléchir à ce qui se passe. Nous sommes actuellement dans la phase initiale de préparation. Il s'agit de l'ensemble des conversations, des discussions et des négociations qui ont lieu à Riyad, à Jeddah, à Kiev, à la Maison-Blanche, à Bruxelles, à Londres, à Paris, etc. Tout cela concerne l'obtention d'un cessez-le-feu, qui est la phase 2, un véritable cessez-le-feu, pas un cessez-le-feu partiel de 30 jours, mais sans blague, le cessez-le-feu que les Ukrainiens doivent avoir, afin d'avoir une quelconque confiance qu'ils peuvent passer à la phase 3, qui sont les véritables négociations sur l'avenir à long terme de l'Ukraine et de la Russie. Et cela engloberait, bien sûr, des choses bien au-delà d'une simple ligne sur le sol en Ukraine. Donc la phase 1 est ce que nous faisons maintenant. Cela inclut également les nations parlant d'une force d'implémentation de cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça devrait être? Quelle serait sa mission? Quelles seraient les règles d'engagement? Qui fournira quoi? Qui le dirigera? Tout cela fait partie de la phase 1. La phase 2 serait l'établissement réel du cessez-le-feu d'une telle robustesse que les Ukrainiens auraient confiance que la Russie le respecterait, et cela signifie que la force d'application du cessez-le-feu doit être présente. Et cela doit être une force capable et ayant des règles d'engagement qui lui permettraient de punir la Russie chaque fois qu'il y aurait une violation du cessez-le-feu. Sinon, les Russes n'auront aucun respect pour cela, tout comme ils n'avaient aucun respect pour le cessez-le-feu de Minsk 1 et 2. Et puis, la phase 3, comme je l'ai dit, ce sont les véritables négociations pour le résultat à long terme. Donc, je vois cela se prolonger pendant des mois. Vrai. Heureusement, je pense que le Royaume-Uni et l'Europe ont parlé de la coalition des volontaires. Je suis sûr que vous avez vu ça. Le Royaume-Uni s'est engagé, je pense, à y envoyer 10 000 soldats jusqu'à présent. Pensez-vous que ce serait suffisant? Combien de troupes aurions-nous besoin de gérer? La première chose est que les gens se précipitent quand ils commencent à parler de chiffres. Je veux dire, la France et le Royaume-Uni ont tous deux montré qu'ils étaient prêts à s'impliquer dans le jeu. Mais avant de commencer à parler de chiffres réels, vous devez parler de mission. Quelle est la mission de cette force? Que voulez-vous qu'elle accomplisse et quelle serait sa tâche? Vous ne pouvez pas décider combien vous pouvez y mettre jusqu'à ce que vous sachiez ce qui est nécessaire là-bas et vous ne savez pas ce qui est nécessaire là-bas jusqu'à ce que vous puissiez clairement identifier la mission. C'est la tâche la plus importante. Et ensuite, vous devez comprendre, si c'est leur mission est de dissuader la Russie de violer tout accord de cessez-le-feu. Et cela signifie que vous devez avoir des règles d'engagement qui vous permettent de riposter ou de frapper en retour ou d'abattre des drones ou de faire quoi que ce soit pour infliger des conséquences à la Russie au cas où ils violeraient le cessez-le-feu. Et bien sûr, ils le violeront dès la première heure jusqu'à ce qu'ils voient que cette force d'implémentation est sérieuse et ensuite vous déterminez quelles sont les capacités nécessaires. De toute évidence, cela devrait être quelque chose avec des capacités aériennes, terrestres et maritimes, un drone et une défense aérienne et antimissiles contre drone, une frappe de précision à longue portée, des ingénieurs logistiques, tout ce qui est nécessaire pour dissuader la Russie de violation. Ensuite, lorsque vous commencez à rassembler tout cela et que vous le placez sur la carte et que vous voyez où nous voulons positionner cette force pour accomplir cette tâche. Ensuite, vous pouvez commencer à compter. D'accord, nous allons avoir besoin, vous savez, de 10 000 de ceux-ci, de 5 000 de ceux-ci, de 4 000 de ceux-ci, et ainsi de suite. Une autre chose, encore une fois, la Russie est clairement contre. La Russie affirme que les troupes de tout pays de l'OTAN, même sous drapeau national, ne seront pas autorisées à entrer en Ukraine. La chose intéressante était récemment, Dmitri Medvedev a tweeté que les troupes en Ukraine après le cessez-le-feu doivent provenir de pays non membres de l'OTAN. L'Australie a ensuite proposé des troupes,
ce qu'il a également rejeté. Mais récemment, des rapports indiquent que la Chine a discuté avec l'Union européenne et l'Ukraine du stationnement de troupes chinoises. Pensez-vous que cela sera acceptable pour la Russie et l'Ukraine? Eh bien, tout d'abord, l'Ukraine est un pays souverain. La Russie n'a pas à dicter, et nous ne devrions pas lui permettre de dicter qui de l'Europe se rend en Ukraine. Nous devons arrêter de nous inquiéter de ce que les Russes disent et font et agir comme si nous étions le camp qui a toutes les cartes. Vous savez, cette chose sur l'Ukraine qui n'a pas de carte, eh bien, ce côté sans carte a arrêté la Russie. Les États-Unis ont des cartes, les Européens ont des cartes. Arrêtez de permettre à la Russie, qui ne peut pas vaincre l'Ukraine, de dicter comment cela va se passer. Je pense que si les pays européens sont prêts à déployer des troupes en Ukraine pour aider à dissuader la Russie de violer le cessez-le-feu, alors ils devraient le faire. S'ils ne le font pas, alors nous allons finir avec une force qui est intimidée par la Russie, et la Russie l'ignorera complètement, et alors il n'y aura aucun espoir pour des négociations réelles significatives qui mènent à une véritable paix pour l'Ukraine. Donc je pense que les Chinois, en tant que possible force d'implémentation, je pense que c'est une possibilité si l'Ukraine est prête à l'accepter. Mais il est ironique pour moi que cette administration ait parlé pendant des mois avant leur entrée en fonction de la Chine comme principal rival stratégique. Nous devons nous occuper de la Chine et maintenant, dans ce genre de situation, vous allez finir avec la Chine ayant leurs pieds sur le terrain et étant en position de contrôler l'accès aux minéraux sur la mer Noire. Je veux dire, quel rêve pour les Chinois de démontrer qu'ils sont ceux sur lesquels les Ukrainiens peuvent enfin compter, et je pense que les États-Unis devraient avoir d'énormes regrets si c'est là où nous finissons. C'est donc là qu'une autre offre intéressante a été faite en premier par l'Italie, où l'Italie a dit que nous n'avons pas besoin de mettre des troupes sur le terrain, mais l'Italie a présenté cette chose où l'Ukraine pourrait obtenir la protection de l'article 5 sans être dans l'OTAN. Et j'ai regardé toute l'interview que Tucker Carlson a faite avec Steve Witkoff, encore une fois, remplie de commentaires simplement décevants. Cependant, concernant cette offre, il a mentionné que c'est un sujet qui sera assurément plus débattu, où l'Ukraine obtiendra simplement l'article 5. Qu'en pensez-vous? Est-ce même possible? C'est le genre de choses dont les gens parlent quand ils n'ont aucune idée de ce qu'est réellement l'article 5 ou de ce qu'il faut pour le faire. Passons en revue la logique ici. Ils ne sont pas en faveur de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN parce que, du moins avec l'administration Biden, ils craignaient que la Russie n'utilise une arme nucléaire. La principale raison d'adhérer à l'OTAN est la garantie de l'article 5. Donc, l'idée que nous donnerions d'une manière ou d'une autre à l'Ukraine le soutien, l'article 5, signifiant que les pays de l'OTAN utiliseraient la force contre la Russie. Je veux dire, cette logique, elle ne correspond pas à toutes les dernières années de pourquoi ils n'ont pas laissé l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Donc l'idée que toutes les nations seraient prêtes à utiliser la force, c'est de cela dont nous parlons. L'article 5 signifie qu'une attaque armée contre l'Ukraine serait considérée comme une attaque armée contre l'OTAN. Donc maintenant, nous allons utiliser la force contre la Russie, qui, soit dit en passant, en Ukraine, je suis tout à fait pour aider à rétablir la souveraineté de l'Ukraine. Et c'est la meilleure façon de protéger l'Europe, d'aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Mais la logique de l'article 5 n'a aucun sens pour un pays qui n'est pas dans l'Alliance. Et je doute sérieusement que vous obtiendriez l'accord de 32 nations pour faire cela. Ils n'arrivent même pas à obtenir l'accord de la Hongrie pour soutenir l'aide à l'Ukraine contre la Russie. Et je ne suis pas sûr que tous les autres alliés seraient prêts à le faire. Bien sûr, les nations sont des nations. Les nations peuvent faire des choix souverains pour aider l'Ukraine par elle-même. L'OTAN n'est pas un frein à cela. Et l'Italie devient de plus en plus capable, avec une industrie de défense militaire beaucoup plus grande, beaucoup meilleure, je pense,
que beaucoup de gens ne le réalisent. Et la première ministre Maloney, elle est une super faucon sur l'Ukraine. Donc j'aimerais voir ce que l'Italie est prête à faire d'autre. Enfin, comme vous le savez, au cours des 2 dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées par YouTube pour avoir parlé de sujets sensibles et couvert des événements violents. C'est pourquoi nous avons récemment ouvert les adhésions sur la chaîne, vous permettant de soutenir directement notre contenu. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous continuerons à faire les vidéos, mais si vous appréciez le contenu et que vous êtes en mesure de nous soutenir, vous pouvez le faire en vous inscrivant à notre adhésion. Cela coûte moins cher qu'une tasse de café chez Starbucks et c'est grandement apprécié. Avec toutes les discussions sur un cessez-le-feu négocié en Ukraine mettant fin à l'invasion russe à grande échelle, il est facile de croire que la paix est juste au coin de la rue. Mais l'histoire suggère le contraire. Car comme nous le voyons tous, depuis plus d'un siècle, les cessez-le-feu russes signifient rarement la fin des hostilités. Ils signifient une pause, une chance de consolider, de reconstruire et de se préparer pour la prochaine bataille. Pour comprendre le présent, revenons en arrière et examinons le passé. Retirons ce qu'il reste du rideau de fer et revisitons l'histoire des pauses stratégiques de la Russie, puis posons la question importante, que faudra-t-il pour négocier une paix durable cette fois-ci ? Maintenant, bien que nous pourrions charger à la sabre dans l'ère de Pierre le Grand et Charles le XII, aujourd'hui nous commencerons notre voyage dans les tranchées du front oriental de la Première Guerre mondiale en 1918. La situation en Russie était désastreuse après l'abdication du tsar Nicolas le II en mars de 1917. Les bolcheviks avaient pris le pouvoir lors de la Révolution d'octobre et maintenant ils luttaient pour leur survie contre des ennemis internes et externes. La vague d'exécutions et d'assassinats qui allait définir cette période de l'histoire soviétique ne faisait que commencer. Et la guerre civile russe s'intensifiait. Elle allait consumer l'ancien empire jusqu'en 1922. Lénine savait que le nouvel État soviétique ne pouvait pas continuer la Première Guerre mondiale tout en gérant les contre-révolutions intérieures. Sa solution, négocier un cessez-le-feu rapide pour gagner du temps et consolider le contrôle en Russie. Cela nous amène à la forteresse de Brest-Litovsk, le 3 mars 1918, dans ce qui est maintenant la Biélorussie, pour assister à la signature du traité qui mettrait fin aux hostilités entre la Russie soviétique et les puissances centrales. Les conditions étaient dramatiquement déséquilibrées en faveur des Allemands, le gouvernement de Lénine ayant cédé d'immenses territoires, dont l'Ukraine, la Biélorussie, les États baltes et des parties de la Pologne, au contrôle allemand. C'était une perte dévastatrice de ressources, d'industrie et de population, mais la Première Guerre mondiale était ingagnable et la poursuite des hostilités serait fatale au jeune État soviétique. La frontière occidentale de la Russie a été radicalement redessinée, affaiblissant considérablement l'État soviétique. Le territoire perdu comprenait environ 50 millions de personnes, un tiers de la production agricole de l'ancien empire russe et la moitié de leur industrie. Mais Lénine pouvait voir les vents de la guerre souffler contre les Allemands, et le traité a été signé. Pour les bolcheviks, le traité n'était pas fait pour durer. Ils le voyaient comme une retraite stratégique pour se sortir de la Première Guerre mondiale et laisser les Allemands avoir une victoire temporaire pendant qu'ils jouaient à un jeu plus long. Lénine lui-même a dit à ses partisans bolcheviks « Nous devons fermer les yeux et attendre le moment où nous pourrons reprendre, avec intérêt, tout ce que nous avons abandonné. » Il pariait sur l'issue de la guerre et utilisait le temps intermédiaire pour affirmer son pouvoir à la maison. Le pari serait rapidement rentable. Le 9 novembre 1918, le Kaiser Wilhelm II a abdiqué le trône allemand. Et, 2 jours plus tard, le 11, son gouvernement décapité a signé l'armistice, admettant la défaite dans la guerre. Le traité de Versailles, qui a suivi le 28 juin 1919, a explicitement annulé Brest-Litovsk. Ce qui n'était pas explicite était le statut des régions en question. Pendant le retrait des forces allemandes, la Russie soviétique s'est empressée de regagner les territoires perdus. En 1919 et 1920, l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, le Caucase et la Pologne ont tous été envahis. Et en quelques années seulement, une grande partie des terres cédées en 1918 étaient de nouveau sous contrôle soviétique, ou entre les mains d'un gouvernement satellite marionnette. Brest-Litovsk avait rempli son rôle et avait permis aux bolcheviks de se retirer de la Première Guerre mondiale et de renforcer leur emprise sur la Russie, tandis que la machine de guerre allemande s'arrêtait sur le front occidental. C'était la première grande instance de ce qui deviendra un thème récurrent dans notre histoire de la diplomatie russe. Utilisant des cessez-le-feu et des traités, non pas comme un véritable règlement de paix, mais comme une pause stratégique pour se regrouper, se reconstruire et se réarmer pour la prochaine bataille.
Lénine venait d'écrire le manuel sur les négociations russes, que Poutine continue de lire aujourd'hui. Il dit que la Russie n'accepte pas la défaite permanente, seulement les revers temporaires, présageant exactement comment les dirigeants soviétiques et plus tard, les dirigeants russes géreraient les négociations pour le siècle suivant. Donne un peu aujourd'hui prend beaucoup de main. Avec la mort de Lénine en 1924, l'État soviétique est resté sans tête avec Staline et Trotsky se disputant le contrôle de l'appareil d'État que Lénine avait construit. Trotsky travaillait avec ou autour de Lénine depuis leur collaboration sur des journaux révolutionnaires en 1902. Bien qu'il n'ait pas toujours été d'accord, Trotsky a pleinement adopté le bolchevisme en 1917, devenant le bras droit de Lénine et le commandant de l'armée rouge pendant toute la guerre civile russe. Staline était le secrétaire général du Parti communiste, un rôle qui lui donnait presque une autorité unilatérale pour promouvoir, rétrograder, exiler, licencier, voire emprisonner ou exécuter n'importe qui. Dans ses derniers écrits, Lénine avait mis en garde contre le caractère de Staline. Staline est trop rude, et ce déficit, bien que tout à fait tolérable parmi nous et dans nos relations entre nous communistes, devient intolérable au poste de secrétaire général. Par conséquent, je propose aux camarades de trouver un moyen de destituer Staline de ce poste et de nommer un autre homme qui ne diffère de Staline en tout point que par sa supériorité, à savoir en étant plus patient, plus loyal, plus poli et plus prévenant envers les camarades. Cet avertissement a été fermement réprimé par Staline, et ceux qui évoquaient les derniers mots de Lénine avaient tendance à disparaître. Alors que Trotsky fonctionnait sur le consentement populaire et la compétence sur le champ de bataille en coulisses, Staline construisait un réseau secret au sein de l'appareil d'État pour assurer son ascension au pouvoir. Ce coup d'État silencieux a fonctionné par étapes contre Trotsky. En 1925, il a été forcé de démissionner de son poste de commandant des forces armées. Ensuite, en 1926, il a été écarté de son siège au Politburo, suite à une tentative de créer un parti d'opposition à Staline. En 1927, il a été définitivement expulsé du Parti communiste et exilé aux confins de l'Union soviétique au Kazakhstan. Et, en 1929, totalement écarté de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En exil, Trotsky a continué d'écrire contre Staline, se déplaçant de pays en pays sous l'étroite surveillance du dictateur soviétique. Le dernier mouvement de son concerto aurait lieu à Mexico le 21 août 1940, lorsque l'agent de la police secrète soviétique, commissariat du peuple aux affaires intérieures Ramon Mercader, poignarda Trotsky à la tête avec un pic à glace. Staline, pour sa part, avait commencé sa grande purge en 1936, condamnant et exécutant plus d'1 million de citoyens soviétiques. En 1939, la purge avait décimé le corps des officiers de l'armée soviétique. Et avec la guerre d'hiver avec la Finlande et la Seconde Guerre mondiale juste au coin de la rue, ce vide dans le leadership militaire allait se faire profondément ressentir. Et cela nous amène au prochain acte de notre drame sur les tactiques russes de traité de paix. Le pacte Molotov-Ribbentrop du 23e août 1939. Ne demandez pas pour qui sonne le glas, car au printemps de 1939, il sonne pour toi. La guerre civile espagnole venait de prendre fin. Les Allemands et les Italiens avaient soutenu les forces nationalistes de Francisco Franco, envoyant leur Légion Condor pour pratiquer les tactiques de Blitzkrieg qui deviendraient si cruciales dans la prochaine guerre mondiale. Les Soviétiques avaient soutenu les républicains, armant les guérilleros de gauche avec leurs derniers chars et conseillers militaires pour combattre les forces fascistes et tirer leurs propres leçons tactiques du champ de bataille. Bien qu'opposés durant la guerre, les Allemands et les Soviétiques n'étaient jamais entrés en conflit armé direct. Cela prouvait qu'ils étaient capables de contrôler des zones d'influence séparées mais proches et devaient avoir joué un certain rôle dans ce qui s'est passé ensuite. Le 13 août 1939, et au nom de Hitler, le ministre des Affaires étrangères nazi Joachim von Ribbentrop a envoyé des messages à Staline demandant une réunion. Et le 19, Staline a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, donnant la permission pour la visite de von Ribbentrop pour rencontrer son homologue soviétique, Vyacheslav Molotov, à Moscou. Le diplomate allemand est arrivé le 23 août et le pacte Molotov-Ribbentrop a été signé cette nuit-là. Le pacte promettait publiquement la non-agression entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie pour 10 ans. Mais en secret, il donnait à ces deux États la permission d'envahir leurs voisins sans interférence l'un de l'autre. Hitler et Staline savaient tous deux qu'il n'y aurait pas de décennie de paix entre l'Allemagne et l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais c'était un jeu pour gagner du temps dont les deux dictateurs auraient besoin pour consolider leurs gains futurs. Une semaine après la signature du pacte, le 1er septembre 1939, les Allemands ont rapidement envahi la Pologne. Les Soviétiques ont attaqué depuis le nord le 17e, et le 6 octobre de cette année-là, la Pologne n'existait plus. Staline ne s'attendait pas à une négociation honnête.
Il prenait un risque, comme Lénine pariant sur l'issue de la Première Guerre mondiale. Il pensait pouvoir déjouer les nazis, diviser l'Europe et s'acheter du temps pour consolider les pays baltes et renforcer l'armée rouge. Mais le mal était déjà fait. Comme nous le verrons bientôt, il avait purgé ses meilleurs officiers, ignoré les rapports de renseignement et mis l'armée rouge dans une situation de grave désavantage lorsque l'opération Barbarossa s'est abattue le 22 juin 1941. Lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique, Staline s'est isolé pendant des jours. L'armée rouge s'est effondrée en retraite et rapidement, la Pologne, les pays baltes et l'Ukraine étaient sous contrôle nazi. Dans sa quête de pouvoir, Staline était sorti perdant et devrait forger de nouvelles alliances pour stopper la menace de l'Axe. Maintenant, revenons à ce que les Soviétiques ont fait entre le pacte Molotov-Ribbentrop et le lancement de Barbarossa. Pour Staline, la paix avec l'Allemagne signifiait la guerre avec tout le monde. Le 26 novembre, les Soviétiques ont monté une fausse opération sous faux drapeau, bombardant le village de Moinila et tuant 4 de leurs propres soldats. Souvenez-vous de ce point, car nous ne faisons que commencer les attaques russes sous faux drapeau. Staline a attribué l'attaque à la Finlande et le 30 novembre 1939, l'armée rouge avec 450 000 troupes, 6 000 chars et 3 800 avions franchit la frontière, s'attendant à submerger rapidement la plus petite armée finlandaise. La résistance qu'ils ont rencontrée, tant de la part des hommes que de l'environnement dans lequel ils se battaient, révélerait la vérité sur les Soviétiques. Que la corruption et la purge avaient transformé l'armée rouge en un tigre de papier. Et ce qui aurait dû être une courte marche à travers la Finlande, une opération militaire spéciale si vous voulez, s'est rapidement transformé en un bain de sang dans les forêts inhospitalières du Nord. Et cela nous amène au troisième point de notre top 10 des négociations russes, le traité de paix de Moscou de 1940. La guerre d'hiver ne se passait pas bien pour les Soviétiques. Entre décembre 1939 et février 1940, l'armée rouge a engagé plus d'1 million d'hommes dans l'invasion. Ils se sont retrouvés pratiquement sans leader dans un abattoir de désert gelé où la nourriture et les munitions étaient rares et les hommes mouraient de froid à leur poste. En seulement quelques mois, ils avaient perdu 126 000 hommes et 188 000 étaient blessés. Des fissures apparaissaient clairement au sein de l'armée soviétique. Rappelant l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les Finlandais n'avaient qu'une force de 250 000 hommes, mais étaient toujours capables d'arrêter une armée soviétique d'1 million d'hommes sur place, recourant à des tactiques de guérilla et anéantissant des divisions entières. Le 1er février, Staline avait perdu patience avec les progrès de son armée et avait lancé la plus grande offensive de la guerre. Les Soviétiques ont entamé des avancées limitées, mais meurtrières. Le 12, il a envoyé le diplomate soviétique Andrei Zdenov aux officiels finlandais pour négocier. Elle a dû être acceptée car une deuxième offre formelle a suivi 17 via la Suède. Le 29 février, le système de fortification défensive de la Finlande, la ligne Mannerheim, s'est effondré sous le poids écrasant de l'assaut classique de la vague de chair russe. Les Finlandais ont continué à se battre vaillamment malgré des munitions et des fournitures limitées, sachant que leur résistance ne pourrait durer. Le 6 mars, une délégation finlandaise dirigée par le futur président Juho-Kasti Paasikivi est arrivée à Moscou pour négocier la paix. Les Finlandais, accueillis par Vyacheslav Molotov et Andrei Zdanov, ont tenté pendant environ une semaine de négocier de meilleures conditions pour le traité, mais ont été bloqués à chaque tentative par les Soviétiques. Molotov et Zdanov avaient prédéterminé des concessions territoriales pour la Finlande et ne s'en écartaient pas. L'ultimatum semblait être que les Finlandais capitulent, ou que Staline était prêt à envoyer 1 million d'hommes supplémentaires pour suivre ses 126 000 victimes de la guerre d'hiver. Le 12 mars 1940, le traité a été signé. La Finlande a conservé sa souveraineté, mais a été contrainte de céder 11% de son territoire, y compris le pôle de transport et industriel important de Vyborg, ainsi que le reste de l'isthme de Carélie. Une partie de la côte arctique et la région stratégique de Sala ont aussi été cédées. Plus de 400 000 Finlandais ont été déplacés et ont abandonné leurs maisons aux Soviétiques plutôt que de vivre sous leur règne. Staline a aussi exigé un bail de 30 ans sur la péninsule de Hanko, plaçant des bases militaires soviétiques à moins de 80 miles d'Helsinki. La partition a entraîné la déconnexion des lignes ferroviaires finlandaises, ce qui entraverait la logistique militaire en cas de nouvelle guerre. La Finlande a perdu son territoire stratégique contre les Soviétiques, mais elle est restée un véritable lieu.